L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions d'activité des centres culturels. La parole est à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mariani, Mesdames et Messieurs les députés. Tout à fait. C'est pour ça que cette fois-ci, je nomme. Titularisé pour le deuxième essai. Vous avez souhaité débattre ce matin du projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif à la création et aux conditions d'activité des centres culturels. Cet accord est un accord important pour les relations franco-azerbaïdjannes pour plusieurs raisons. Cet accord vise, dans un premier temps, à doter les centres culturels des deux pays d'un véritable statut tout en définissant leurs missions et leurs obligations vis-à-vis du droit local. Côté français, l'Institut français est actif à Bakou depuis 2004. Créé avec le soutien du Parlement sous le nom de Centre culturel français Georges Sand, ce centre joue un rôle majeur dans la définition de la langue française, dans la formation des élites, mais aussi dans le débat d'idées. Cet institut a pu exister et fonctionner avant la signature de cet accord en 2009. Mais il nous faut maintenant, bien sûr, consolider son statut en droit international. Vecteur d'influence important, participant au rayonnement de la France, de sa culture, de ses valeurs, il contribue à la mise en œuvre de notre politique culturelle avec une programmation dans et hors les murs et de coopération non seulement à Bakou, mais aussi dans l'ensemble du pays. L'apprentissage de la langue française y tient une place essentielle. Plus de 500 étudiants y sont inscrits chaque année. Cet institut est aussi un centre d'examen et d'information sur les études en France. Permettez-moi de souligner cet aspect essentiel en tant que secrétaire d'État en charge de la francophonie, notamment au regard des événements récents. La France porte des valeurs universelles, en particulier des valeurs de solidarité internationale, valeurs qu'il nous faut, à plus d'un titre, rappeler. Faire connaître notre langue, attirer les étudiants étrangers, n'est-ce pas le meilleur moyen de transmettre ces valeurs de tolérance, de solidarité et de fraternité? Qui seront nos meilleurs ambassadeurs demain, si ce n'est les étudiants que nous aurons formés? C'est une question que nous devons nous poser régulièrement. L'Institut français est donc aujourd'hui reconnu comme une référence qui compte. L'accord que je soumets à votre approbation permettra de lui donner une dimension supplémentaire. En effet, en l'absence d'un accord fixant son statut, il reste largement dépendant de la bonne volonté des autorités locales pour poursuivre ses missions. En revanche, l'Azerbaïdjan ne dispose pas pour l'instant de centre culturel à Paris, même si son ambassade possède un service culturel qui d'ailleurs est très actif. Cet accord pourrait rendre envisageable que Bakou ouvre un centre culturel en France, ce qui justifierait ou ce qui serait justifié par le dynamisme de nos échanges culturels. Il est donc important que cet accord puisse être ratifié sans plus tarder et entrer pleinement en vigueur. Deuxièmement, la France a conclu des accords similaires avec un grand nombre d'États afin de définir les conditions de fonctionnement des instituts français à l'étranger. Cet accord s'inscrit donc dans ce cadre, parce que la France croit aux vertus du dialogue et des échanges culturels, parce qu'elle affirme les valeurs de la diversité et de la solidarité. Elle a initié, il y a plus d'un siècle, la création d'un vaste réseau d'établissements culturels à travers le monde. Ce réseau est le plus ancien et le plus important dispositif de ce type. Il s'inscrit dans le cadre de la diplomatie française d'influence. Les importants moyens qui lui sont consacrés témoignent de la volonté de la France de promouvoir la diversité culturelle.
Je l'ai déjà dit, l'apprentissage de la langue française y tient une place essentielle, mais aussi la participation au débat d'idées, le dialogue entre les cultures, la coopération culturelle, ainsi que la documentation sur la France et les études en France. Des priorités spécifiques ont été définies pour chaque grande région du monde. Troisièmement, cet accord intervient dans le contexte d'un important développement de nos relations bilatérales. La visite officielle du président de la République, François Hollande, à Bakou en mai 2014, comme première étape d'une tournée dans le Caucase du Sud, a illustré la dynamique de nos relations. Cette visite a notamment permis un renforcement de nos relations économiques, grâce à la signature de plusieurs contrats dans le domaine des transports, ainsi qu'une relance de la coopération universitaire pour encourager les étudiants azerbaïdjanais à venir se former plus nombreux en France. Le grand contrat signé, ou les grands contrats signés ou en cours de négociation, puisqu'il y en a encore plusieurs en cours de négociation, permettront de rééquilibrer un commerce bilatéral structurellement déficitaire au détriment de la France, avec en 2013 266 millions d'exportations contre 1 686 millions d'euros d'importations, du fait de nos achats d'hydrocarbures à ce pays, bien sûr, important producteur de pétrole et de gaz. La France est par ailleurs comédiatrice avec les États-Unis et la Russie sur le conflit au Karabakh qui opposait l'Azerbaïdjan à l'Arménie. À ce titre, le président de la République a accueilli le 27 octobre dernier à Paris un sommet arméno-azerbaïdjanais pour faire avancer la recherche d'un règlement pacifique à ce conflit. À l'issue du sommet de Paris, le président ou les présidents de ces deux pays ont décidé de procéder à des échanges de données sur les disparus du conflit sous l'égide du CICR. Il s'agit là de la première mesure de confiance que les deux pays aient accepté de mettre en œuvre. C'est un geste important de leur part, alors que, après 60 tués récemment en 2014, ce conflit continue de faire des victimes plus de 20 ans après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le président arménien, les présidents arméniens et azerbaïdjanais sont convenus en outre de poursuivre leur dialogue, notamment lors d'une nouvelle rencontre en septembre 2015, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La France entend, quant à elle, continuer son travail de médiation en honnête courtier, bénéficiant de l'amitié et de la confiance des deux parties. Quatrièmement et enfin, cet accord nous permet, à plus long terme, de promouvoir nos valeurs. Je suis consciente des critiques émises contre l'Azerbaïdjan en matière de droits de l'homme et j'imagine que ces critiques, davantage que l'accord en tant que tel, expliquent la tenue de ce débat ce matin. Je tiens à cet égard à rassurer la représentation nationale que le gouvernement suit de très près la situation des libertés individuelles dans ce pays. La France a ainsi marqué publiquement sa préoccupation à la suite des arrestations de la défenseure des droits de l'homme, Layla Yunus, fin juillet dernier, puis de la journaliste Khadija Ismoilova de début décembre. Nous soutenons les démarches européennes en cours sur le cas de Madame Yunus. Et les questions de droits de l'homme sont régulièrement évoquées lors de contacts bilatéraux avec les autorités. Par ailleurs, la France s'est à plusieurs reprises exprimée publiquement sur les arrestations et les condamnations de défenseurs des droits de l'homme et du nombre de membres de l'opposition, dans le cas notamment de Ilgor Mamadov. La France ne ménage pas son travail dans ce domaine. À vos interrogations légitimes, celles que vous ne manquerez pas d'émettre tout à l'heure, je vous réponds sans ambiguïté. Maintenir le dialogue avec Bakou, y compris sur les droits de l'homme et la liberté de la presse, est indispensable. Et ce dialogue sera facilité par la qualité de nos relations bilatérales, notamment dans le domaine culturel. Il est important de soutenir tout ce qui peut accompagner l'évolution de la démocratie dans ce pays. L'Institut français est justement un espace de liberté qu'il faut aujourd'hui conforter. La ratification de cet accord, plus de 5 ans après sa signature, correspondant pleinement aux intérêts de la France. L'Institut français doit bénéficier d'un véritable statut juridique pour pouvoir pleinement jouer son rôle de diffuseur d'idées, de valeurs, et c'est cela qu'il s'agit
de promouvoir aujourd'hui, a fortiori, après les tragiques événements que nous venons de traverser. Et je ne doute pas, mesdames les députés, messieurs les députés, que vous serez également aujourd'hui convaincus de l'intérêt de voter cette convention. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Mariani, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, l'accord qui nous est soumis a été passé avec l'Azerbaïdjan et concerne, vous l'avez dit Madame la Ministre, les conditions de fonctionnement des centres culturels établis bilatéralement entre nos deux pays. Il existe depuis 2004 un centre culturel français à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, centre qui a pris en 2011 l'appellation d'Institut français d'Azerbaïdjan dans le cadre de la réforme de notre réseau culturel. Cet institut français est certes assez modeste, avec un budget d'environ 350 000 € et 25 employés à temps plein ou partiel, puisque, vous l'avez dit, il s'agit essentiellement de donner des cours de français aussi. Cet institut joue pleinement un rôle significatif dans la promotion de la francophonie, puisqu'il a dispensé en 2013 des cours de français à plusieurs centaines de personnes en Azerbaïdjan. C'est en grande partie grâce à lui que le français reste toujours aujourd'hui la troisième langue étrangère enseignée en Azerbaïdjan, après le russe et après l'anglais, mais devant l'allemand. Cet institut gère également une médiathèque qui comporte plus de 7500 titres et organise des examens, des manifestations culturelles et des actions d'information sur les études en France. Avec le lycée français de Bakou, créé plus récemment, et je le répète, créé plus récemment grâce à l'aide et au financement de l'Azerbaïdjan, l'Institut français d'Azerbaïdjan est donc un élément essentiel de notre présence culturelle et éducative dans ce pays. Cette présence est d'autant plus nécessaire qu'à Bakou comme ailleurs, nous sommes dans une sorte de concurrence avec les autres grands pays, puisque sont également implantés l'agence USAID, le British Council, l'Institut Confucius, un centre culturel russe, l'Institut Yunus Emre pour la Turquie. Bref, l'Azerbaïdjan est vraiment au confluent de toute une série d'influences et de cultures. Il est en effet important d'être donc présent en Azerbaïdjan, car ce pays est un partenaire intéressant tant au niveau politique que culturel. D'abord sur le plan économique aussi, puisque du fait de ses ressources en hydrocarbures et de sa position géographique, l'Azerbaïdjan n'est certes ni le Qatar ni la Russie. Il ne détiendrait en effet qu'à peine 0,5% des réserves mondiales d'hydrocarbures. Et le pays a peut-être dépassé son pic de production pour le pétrole, qui est exploité depuis le XIXe siècle. Il n'en reste pas moins, en 2013, le 21e producteur mondial de pétrole et le 8e fournisseur de la France, étant toujours aujourd'hui à l'origine de plus de 5% de nos importations de brut. Et pour le gaz, il reste des perspectives significatives avec la mise en exploitation prochaine du gisement de Shah Deniz 2, dont GDF Suez s'est engagé à écouler une partie de la production. Géographiquement, le pays est aussi sur la route de transit éventuelle du gaz de Turkménistan, dans l'hypothèse où le gazoduc transcaspien serait réalisé. Ces ressources pétrolières font également de l'Azerbaïdjan un pays prospère, qui a connu une croissance très rapide dans les années 2000 et finalement a bien traversé la crise de 2008 et affiche encore aujourd'hui une croissance enviable qui devrait approcher les 5% pour l'année en cours. C'est donc un pays solvable, qui attire les entreprises françaises, non seulement Total ou GDF Suez qui sont là pour d'évidentes raisons, mais aussi, je pense à la CNIM qui a fourni l'usine d'incinération de Bakou, Alstom qui finalise actuellement le contrat de fourniture des voitures de métro à Bakou, ou encore Danone, Lactalis et Air Liquide. C'est aussi un marché où les exportations françaises sont en forte augmentation, tirées par les ventes d'Airbus, même si le commerce bilatéral reste à ce jour fortement déficitaire pour la France. L'Azerbaïdjan est également un partenaire politique qui compte et avec lequel nous avons d'ailleurs des relations de haut niveau très suivies, puisque rien qu'au début de l'année 2014, le président Hollande s'est rendu à Bakou en mai et le président Aliyev à Paris en octobre. Ces relations de haut niveau ne sont pas seulement justifiées par les enjeux économiques, elles sont aussi au rôle pris par la France dans les tentatives, elles sont aussi liées, au rôle pris par la France dans les tentatives de règlement du principal problème international auquel l'Azerbaïdjan est confronté, celui du conflit avec l'Arménie et la région séparatiste du Haut-Karabakh.
Sans revenir longuement sur ce conflit qui n'a rien à voir avec l'accord que nous discutons aujourd'hui, je rappellerai que depuis le cessez-le-feu de 1994, une grande partie du territoire de l'Azerbaïdjan, à peu près 20%, allant bien au-delà du Haut-Karabakh à proprement parler, est occupée par les forces arméniennes, occupation que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont condamnée, car elle est contraire au droit international. En effet, en 1993, le Conseil de sécurité a adopté plusieurs résolutions successives très claires, puisque je cite notamment la résolution 884. Il était exigé un retrait unilatéral des forces arméniennes, qualifiées, je cite encore, de forces d'occupation, des divers territoires occupés en Azerbaïdjan. En 2005, de même, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté sa résolution 1416, où, je cite, elle rappelle que l'occupation d'un territoire étranger par un État membre constitue une grave violation des obligations qui incombent à cet État en sa qualité de membre du Conseil de l'Europe et réaffirme le droit des personnes déplacées de la zone de conflit de retourner dans leur foyer dans la sécurité et la dignité, puisque ce conflit a engendré un nombre important de réfugiés. La France copréside avec la Russie et les États-Unis ce que l'on appelle le groupe de Minsk, lequel n'a certes pas réussi à régler le conflit, mais a jusqu'à présent évité une nouvelle escalade, malgré des incidents très fréquents sur la ligne de démarcation. Les parties sont cependant reconnaissantes à la France de sa mission de bons offices dans ce dossier, mission qui a encore été à l'origine, en octobre dernier, de la rencontre organisée à Paris entre les présidents azerbaïdjanais et les présidents arméniens. L'intérêt des relations politiques avec l'Azerbaïdjan tient aussi à la position prudente et équilibrée de la diplomatie de ce pays. De plus en plus, on assiste en effet dans l'ancien espace soviétique à une sorte de polarisation entre les pays qui sont en conflit avec la Russie et cherchent le soutien occidental, je pense à l'Ukraine, à la Géorgie ou la Moldavie, et les pays qui acceptent, même avec des réticences, par moments, d'entrer dans l'Union eurasiatique avec la Russie, je pense au Bélarus, au Kazakhstan, à l'Arménie. Dans ce contexte, l'Azerbaïdjan a, nous le reconnaîtrons, une position originale et indépendante, car il est parvenu jusqu'à présent à maintenir à la fois de bonnes relations, aussi bien avec la Russie qu'avec l'Occident, en affirmant sa volonté d'indépendance. Il n'est ni candidat à l'OTAN, ni à l'Union européenne, ni à l'Union eurasiatique. Dans ce tableau général, l'accord que nous étudions aujourd'hui a une portée, vous l'avez dit, Madame la Ministre, assez limitée. En fait, son impact sur la réalité des choses, quand on voit déjà le fonctionnement actuel, sera très faible, j'allais dire presque nul, au point que, quand j'ai contacté notre conseiller de coopération à l'action culturelle, le COCAC en Azerbaïdjan à Bakou, il était même étonné car il pensait que l'accord avait déjà été ratifié. Donc je suis convaincu que cet accord, en réalité, ne posera aucun problème. C'est pourquoi je serai bref sur le contenu de l'accord lui-même. Tout d'abord, il acte formellement l'existence du Centre culturel français à Bakou, lequel n'en a pas eu besoin, je l'ai dit, pour exister, puisque les autorités azerbaïdjanaises n'ont fait jusqu'à présent aucun problème, mais trouvera effectivement, grâce à cet accord, cet institut une consolidation dans son statut en droit international. L'accord autorise aussi par réciprocité l'ouverture éventuelle d'un centre culturel azerbaïdjanais à Paris, sachant que pour le moment, il existe seulement une section culturelle de l'ambassade qui a été inaugurée en 2012 par le président Aliyev en personne. L'accord comprend ensuite des dispositions relatives aux missions et aux activités de centres culturels. Ces mentions peuvent apparaître triviales, mais sont importantes, car elles visent à garantir la liberté des centres culturels visés, en l'espèce pour le moment le seul institut français d'Azerbaïdjan, dans la programmation de leur activité, dès lors qu'elles sont nommées dans l'accord. Enfin, l'accord garantit aussi la liberté des centres culturels pour organiser des activités hors de leurs locaux et le libre accès du public à ces activités elles-mêmes. Il comprend enfin des dispositions classiques dans ce genre d'accord, telles que des exemptions fiscales pour l'importation de biens, notamment culturels, pour les centres culturels, ainsi que pour les dispositions concernant les personnels. À cet égard, l'accord permet notamment que le centre culturel de Bakou soit dirigé par un diplomate, en l'espèce, le COCAC, conformément à la pratique dans notre réseau culturel. Ce statut diplomatique du directeur concourt aussi à garantir le libre fonctionnement du centre, qui ne bénéficie pas en tant que tel de la même immunité. Mais je le redis, le COCAC m'a confirmé que notre centre culturel ne connaît depuis sa mise en place strictement aucune difficulté avec les autorités locales. Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver cet accord qui a été négocié à la demande de la France,
consolide juridiquement l'existence d'un outil de notre politique d'influence dans un pays stable et francophile, qui est, pour des raisons économiques mais aussi politiques, un partenaire important de la France. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Nous en venons à la discussion générale et la parole est à monsieur François Rochebloine pour le groupe UDI pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis ce matin pourrait être l'occasion d'évoquer l'importance, selon le terme utilisé par notre rapporteur, et les enjeux de la diffusion de la francophonie dans une région où, historiquement, la France a été peu présente, mais où l'on constate aujourd'hui l'émergence d'une demande croissante de culture française. Que la France ait créé et financé depuis 2004 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, un centre culturel où sont dispensés des cours de français, ne manque pas d'intérêt et ne pose en soi aucune difficulté. Il est donc tout naturel que demain cet Institut français d'Azerbaïdjan fasse l'objet d'une reconnaissance internationale. L'accord qui nous est présenté ne suscite pour nous aucune réserve ni remarque particulière, mais chacun l'aura compris, le débat ne saurait se limiter à ce seul aspect culturel des relations franco-azerbaïdjanaises. C'est d'ailleurs pourquoi, contrairement à l'habitude, cet accord de partenariat fait l'objet ce matin d'une discussion en séance publique au lieu de la procédure dite simplifiée qui limite les interventions aux travaux en commission. Monsieur le rapporteur a élargi le débat puisqu'il a cru bon de souligner certaines particularités de l'Azerbaïdjan, notamment sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie, à partir de l'idée que l'Azerbaïdjan est, je le cite, un partenaire politique important pour notre pays, lequel s'implique traditionnellement dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est aussi un pays où les entreprises françaises s'implantent du fait principalement de sa richesse en hydrocarbures. Fin de citation, c'était en commission. On le comprend, l'Azerbaïdjan est perçu comme un partenaire stratégique et sa politique étrangère est, de l'avis de bien des experts, profondément déterminée par le conflit du Haut-Karabakh. Ce ne sont malheureusement pas les informations en provenance de la République du Haut-Karabakh qui peuvent nous rassurer. Avec encore 8 nouvelles tentatives d'incursion de la part des forces azéries dans la nuit du 19 au 20 janvier dernier. Ce sont ainsi 220 violations du cessez-le-feu accompagnées de tirs avec plus de 2000 projectiles recensés en quelques heures, provoquant la mort de plusieurs soldats. Ces agressions se multiplient et les forces azéries ne se contentent plus de tirs isolés. Ainsi, cet été, c'est un hélicoptère qui a été abattu. À peine 20 ans après le cessez-le-feu, on ne peut que déplorer ce climat de guerre entretenu et ces violations répétées du cessez-le-feu de 1994. Jamais la paix n'a paru aussi fragile. La France n'a jamais été indifférente à ce conflit. Elle l'a montré en maintes occasions et encore dernièrement, lorsque le président de la République française a reçu à Paris, le 27 octobre dernier, les présidents azéris et arméniens. La France a toujours œuvré en faveur de la recherche d'une solution de paix durable, ne serait-ce qu'en participant activement aux travaux du groupe de Minsk, dont je sais qu'il assure un contact indispensable entre belligérants et empêche la reprise du conflit ouvert. Nous sommes conscients qu'il n'y aura pas de paix durable tant que l'on ne parviendra pas à assurer la sécurité des peuples de cette région du monde. Pour cela, il convient d'agir pour le développement d'un espace de dialogue et d'échange, ce qui suppose au préalable de mettre un terme à l'isolement international que l'on impose au peuple du Haut-Karabakh. Je vous ai attentivement écouté, monsieur le rapporteur, mon cher collègue, et lorsque vous délaissez le champ culturel, comme ce fut le cas lors de votre présentation en commission, mettre en perspective d'autres considérations moins consensuelles, vous comprendrez que l'on puisse apporter un éclairage complémentaire sur un sujet aussi sensible. Or, si je me permets de le dire sans détour, l'Azerbaïdjan, dans les faits, n'est manifestement loin
d'être le pays démocratique que certains veulent décrire. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les classements de ce pays à partir de différents critères permettant d'évaluer la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le classement établi par l'organisation Freedom House, qui désigne l'Azerbaïdjan parmi les pays non libres, entre guillemets, ou encore le classement sur la liberté d'informer, publié chaque année par l'organisation Les Reporters sans frontières, qui place l'Azerbaïdjan dans le cercle des États les moins libres, en 160e position sur 180 pays, et le président Aliyev figure quant à lui parmi les 10, ouvrez les guillemets, prédateurs mondiaux de la presse, fermez les guillemets. À titre d'exemple, la Biélorussie, l'Irak, la Birmanie sont mieux classés que l'Azerbaïdjan. Comment qualifier un État où l'on transmet le pouvoir de père en fils, où un véritable clan, le clan Aliyev, détient depuis des décennies l'ensemble des leviers décisionnels, aussi bien au plan politique, militaire qu'économique. À noter qu'en 2009, le chef de l'État est parvenu à faire abolir, par référendum populaire, ratifié par 90% du corps électoral, la limitation du nombre de mandats présidentiels. Il est ainsi assuré de rester indéfiniment au pouvoir. Comment, dans ces conditions très particulières, analyser des résultats où le président sortant est systématiquement réélu à plus de 80 ou 90%? Où sont les progrès démocratiques dans un pays où la presse est muselée, où toute contestation publique du régime est impossible sous peine de sanctions sévères? J'en veux pour preuve les innombrables atteintes contre les droits de l'homme, les partis politiques d'opposition, les ONG, etc., ce qui fait régulièrement l'objet de rapports ou de communications par des organisations de défense des droits fondamentaux, telles Human Rights Watch, qui dénoncent l'existence de prisonniers d'opinion dans ce pays. Tout récemment, le bureau de Radio Free Europe, Radio Liberty, à Bakou, a été frappé à son tour par la répression. Le 26 décembre dernier, le bureau à Bakou de Radio Azerbaïdjan et le service azerbaïdjanais de RFE-RL ont été perquisitionnés et placés sous scellé. Je ne peux passer sous silence, enfin, le sort réservé à Mme Leila Younes, éminente défenseur des droits de l'homme, et son mari Arif, analyste politique réputé et révélateur. Mme Younes est décorée de la Légion d'honneur et lauréate du prix international Theodor Herzl, remis en Allemagne, pour le courage et la sincérité publique. Elle et son mari ont été arrêtés à Bakou au printemps 2014 et ont subi un véritable harcèlement pour avoir dénoncé notamment l'arrestation du journaliste Ilham Mammadov, vous en avez parlé, Madame la Ministre. D'autres militants des droits humains, comme Rasoul Yafarov ou Iltingam Aliyev, ont fait l'objet de mesures arbitraires d'arrestation. Quotidiennement, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion sont violées par le régime. Comment ne pas évoquer ici la bien triste affaire Safarov, du nom du meurtrier d'un officier arménien, officier tué dans son sommeil à Budapest lors d'un stage de l'OTAN auquel il participait, tout simplement parce qu'il était arménien. L'assassin fut condamné par la justice hongroise, mais extradé dans son pays avant le terme de sa peine, puis gracié et promu héros national. À cela s'ajoute la décision prise par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de ne plus tenir de réunion de commission en Azerbaïdjan pendant 2 ans, suite à la décision des autorités azerbaïdjanaises d'annuler au dernier moment le visa d'un membre de cette Assemblée, notre collègue et ami René Rouquet, président de la délégation française, l'empêchant ainsi d'assister aux réunions du bureau et de la commission permanente de la PCE à Bakou les 22 et 23 mai derniers. Cette violation des règles du Conseil de l'Europe conduit à marginaliser un peu plus l'Azerbaïdjan en Europe. Avant de conclure, il me semble essentiel de rappeler que si nul d'entre nous n'ignore les enjeux économiques en présence, ni ce que peuvent sous-entendre certaines exigences pétrolières ou gazières dans le contexte mondial actuel, nous affirmons que cela ne doit en aucun cas conduire à passer sous silence toutes ces atteintes répétées aux droits humains, à la démocratie et aux valeurs universelles. Face au choix qui nous est proposé,
D'un côté, les hydrocarbures et de l'autre, les droits de l'homme. Prenons garde à ne pas laisser s'installer l'idée selon laquelle seul compteraient les valeurs du marché. Ne fermons pas les yeux sur les manquements de certains dirigeants peu scrupuleux. Il est du devoir de la France, berceau des droits de l'homme, de rappeler le caractère intangible et universel des grands principes. C'est en tenant ferme ce cap que notre diplomatie obtiendra des résultats et fera respecter notre vision du progrès et du développement humain. Compte tenu de tous ces éléments, Madame la Ministre, vous comprendrez que je ne puisse, à titre personnel, approuver ce projet de loi. Aussi, comme je l'ai fait en commission, je m'abstiendrai. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rocheboine. La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe RDP, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis la reconnaissance de l'indépendance de l'Azerbaïdjan en 1991, la France entretient avec cet État du Caucase des relations bilatérales régulières. En témoignent les visites particulièrement nombreuses ces 10 dernières années au niveau présidentiel et ministériel, en raison notamment de l'implication française dans la recherche d'une solution au conflit du Haut-Karabakh. La fréquence de ces échanges traduit l'intensité des relations entre les deux pays. Le nombre important d'accords, au nombre de 13, conclus entre la France et l'Azerbaïdjan, en est l'illustration. Pour n'en citer que quelques-uns. La ratification le 20 décembre 1993 d'un traité d'amitié, d'entente et de coopération. L'accord de janvier 2007 sur la coopération dans le domaine du tourisme. Ou encore, dans le domaine de l'éducation, l'accord relatif à la création de l'école française de Bakou, signé en novembre 2011. Cette relation étroite s'observe aussi par des échanges économiques importants. L'Azerbaïdjan affiche un très large excédent commercial avec l'ensemble des États de l'Union européenne, dont le nôtre, qui, après l'Italie, est son deuxième pays importateur et son 5e fournisseur. Les importations françaises en provenance d'Azerbaïdjan sont composées exclusivement de produits énergétiques. Des entreprises françaises y sont installées, principalement présentes dans le secteur pétrolier, la banque, les télécommunications, l'électricité et le bâtiment. L'Azerbaïdjan est donc de très loin, en valeur, le pays du Caucase avec lequel la France a développé les relations commerciales les plus fortes. Les relations culturelles le sont tout autant. La présence française y repose sur le service de coopération et d'action culturelle de son ambassade à Bakou et sur l'Institut français d'Azerbaïdjan. Ce dernier, créé en 2004, est aujourd'hui une référence en Azerbaïdjan dans tous les domaines de la coopération et de l'action culturelle. En effet, il contribue à la mise en œuvre de la politique culturelle et de coopération de la France, tant à Bakou que dans l'ensemble du pays. L'apprentissage de la langue française y tient une place essentielle, avec plus de 500 étudiants annuels. Centre d'examen, l'établissement donne des informations sur les études en France et met à disposition du public une offre documentaire et multimédia diversifiée, riche de plus de 7500 ouvrages. Et il propose une programmation culturelle variée, participe au débat d'idées, à la diffusion des savoirs, à la coopération universitaire et scientifique, en lien avec les universités et les centres de recherche. Mais, comme la plupart des centres culturels dans les pays de la zone, l'Institut français d'Azerbaïdjan n'a pas de statut officiel. Il n'est présenté que comme un service de l'ambassade de France, et ce même s'il a bénéficié d'un traitement favorable de la part des autorités locales. La France et l'Azerbaïdjan ont donc souhaité doter l'établissement d'un statut juridique clair. C'est dans ce cadre
que le 9 décembre 2009 a été signé, entre les deux parties, un accord relatif à la création et aux conditions d'activité des centres culturels. Quelles sont les dispositions de l'accord? Il vise, à travers ces 19 articles, à doter les centres culturels des deux pays d'un véritable statut, tout en définissant leurs missions et leurs obligations vis-à-vis du droit local. Tout d'abord, en stipulant l'autorisation réciproque de l'ouverture de centres culturels entre les deux pays. Il est en effet prévu formellement l'existence d'un centre culturel français à Bakou et, réciproquement, la création d'un centre culturel azerbaïdjanais à Paris. L'accord dispose que ces centres culturels soient placés sous l'autorité des ambassades de leur État d'envoi et la personnalité juridique de celui-ci, mais doivent avoir la capacité de passer dans l'État d'accueil les actes nécessaires à leur fonctionnement. Ce statut d'autonomie limitée correspond à l'organisation administrative actuelle de notre réseau culturel. Cet accord définit ensuite les missions des centres, avec par exemple la diffusion à un large public de connaissances sur l'histoire, les beaux-arts et la culture, le potentiel scientifique, culturel et économique de leur État respectif, et également leurs activités, avec entre autres l'organisation de conférences, de colloques et de rencontres, spectacles, concerts et expositions. En définissant ces missions et activités, l'accord vise à garantir la liberté des centres culturels. Cette liberté comprend également la possibilité d'organiser des activités hors de leurs locaux sur l'ensemble du territoire de l'État d'accueil et la garantie par l'État d'accueil du libre accès du public aux activités des centres. L'accord prévoit par ailleurs des exemptions fiscales pour les centres culturels. S'il est stipulé le caractère non lucratif de l'activité des centres, il est toutefois précisé en effet que ceux-ci peuvent, afin de couvrir leurs frais de fonctionnement et dans le respect de la réglementation nationale de l'accueil, de vendre des ouvrages, de percevoir divers droits, comme des droits d'inscription à leurs cours de langue et leurs autres activités. Il permet également d'appliquer le principe selon lequel un établissement culturel n'exerce pas d'activité commerciale et, à ce titre, n'est pas assujetti à la fiscalité locale. Ainsi, les centres bénéficient, dans le respect du principe de réciprocité et de la réglementation nationale de l'État d'accueil, de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation, concernant par exemple les biens immobiliers, divers ouvrages et films destinés à être visionnés ou projetés dans les locaux des centres. Enfin, cet accord aborde les questions relatives au statut du personnel des centres culturels. Il revient à ce titre à chaque pays de nommer le personnel de son centre, avec la possibilité d'en confier la direction à un diplomate. Cependant, ces nominations doivent faire l'objet d'une information de l'État d'accueil. Cet accord, relatif à la création et aux conditions d'activité des centres culturels, permet à la France de consolider son vaste réseau d'établissements culturels à travers le monde, initié il y a plus d'un siècle et qui fait de lui le plus ancien. Un réseau dense et diversifié qui a su s'adapter à l'évolution du monde, avec au cours des années un profond renouvellement de ses implantations, de ses missions et de ses modes de fonctionnement. Une présence culturelle à l'étranger qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre d'une diplomatie française d'influence et de solidarité. Les importants moyens qui lui sont consacrés témoignent de la volonté concrète des autorités françaises de promouvoir la diversité culturelle, avec notamment la volonté de donner à l'apprentissage de la langue française une place essentielle, de promouvoir la participation au débat d'idées, le dialogue entre les cultures et la coopération culturelle. Le groupe radical républicain, démocrate et progressiste soutient donc ce projet de loi autorisant l'approbation de cet accord, et ce, à plus d'un titre. Tout d'abord parce que cet accord apporte à la France
une garantie de poursuite de sa diplomatie culturelle et d'influence dans un cadre juridique cohérent. Ensuite, parce qu'il assure une complète réciprocité à l'Azerbaïdjan qui pourra mettre en place, lorsqu'il le souhaitera, un centre culturel en France. Enfin, car il consolide les relations avec un État dont la situation géopolitique et économique est importante pour la France et dont le développement doit être poursuivi pour assurer sa stabilité et son association à la sphère d'influence européenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Le Borgne pour le groupe SRC pour 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, cher Thierry Mariani, chers collègues, l'accord qu'il nous revient d'examiner aujourd'hui aux fins de ratification traite de la création et des conditions d'activité des instituts culturels français et azerbaïdjanais dans l'État partenaire. Député des Français de l'étranger, familier des instituts culturels de ma circonscription, je ne peux que soutenir un tel texte qui consolide en droit le statut de l'Institut français d'Azerbaïdjan, dont je salue ici les personnels et les quelques 500 apprenants. Je vous rejoins, Monsieur le rapporteur, lorsque vous affirmez qu'il est important pour la France d'être présente en Azerbaïdjan. Je n'ignore pas la richesse de ce pays, notamment en hydrocarbures. Je n'ignore pas les marchés que la France peut et doit y conquérir. Je n'ignore pas davantage la position politique de l'Azerbaïdjan, aussi prudente qu'indépendante, au sein de l'ancien espace soviétique. Votre rapport décrit bien ces réalités-là, importantes dans le contexte international. Il fait, en revanche, silence sur les droits de l'homme, et je le regrette beaucoup. Je vous l'avais dit lors de l'examen en commission en fin d'année passée, je vous le redis ce matin en séance. Un institut culturel, mes chers collègues, n'est pas un endroit neutre où l'on apprendrait une langue, un vocabulaire, une grammaire, une syntaxe, en dehors de tout idéal, de tout cadre de pensée, de tout système de valeurs. Derrière la langue française, il y a une histoire, il y a des convictions, il y a un combat. Derrière la langue française, il y a la liberté. Oui, la liberté, tellement malmenée en Azerbaïdjan ces dernières années. Et ce n'est pas faire insulte à ce beau et grand pays, à sa culture et à son peuple que de l'affirmer. C'est en revanche encourir l'assurance d'indisposer un régime dont la relation à la démocratie est à tout le moins distendue. J'assume cette critique. L'Azerbaïdjan est membre du Conseil de l'Europe, la maison européenne du droit. Respecter fidèlement la Convention européenne des droits de l'homme et les arrêts de la Cour européenne de Strasbourg sont une obligation pour le pays. Or, quelle conclusion tirer quand la société civile azerbaïdjanaise, le dos au mur, se bat pour ne pas sombrer face aux arrestations arbitraires, aux détentions sans fin, à la violence, à l'intimidation, au harcèlement et aux disparitions forcées. Je pense ici à Leyla Yunus, militante des droits de l'homme, dirigeante de l'Institut pour la paix et la démocratie, finaliste du prix Sakharov décerné par le Parlement européen, qui est maintenue en détention depuis des mois sous des motifs fantaisistes et sans le moindre jugement. Tout comme, d'ailleurs, son mari Arif. Leur seul tort, avoir porté haut et fort la cause des droits de l'homme, avoir asséné un certain nombre de vérités qui, à l'évidence, dérangent, avoir recherché le dialogue avec le voisin arménien pour dépasser les fractures de l'histoire, les atavismes, les haines recuites, pour construire enfin la paix. Je pense à l'avocat Intigam Aliyev,
qui coordonnait les programmes de formation juridique du Conseil de l'Europe à Bakou et qui avait mené le combat devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, lui également est en détention, sans jugement, depuis des mois. Je pense à Anar Mamadi, lauréat tout récent, en septembre 2014, du prix Václav Havel, décerné par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui purge 5 années et demie de prison pour infraction à la législation sur les organisations non gouvernementales. Je pense enfin à la jeune activiste Gulnara Akundova, travaillant à Copenhague pour l'organisation non gouvernementale International Media Support, dont le témoignage bouleversant devant la Commission des affaires juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe le 30 octobre dernier à Madrid, j'y étais, avait valu à sa mère le 3 novembre à Bakou un interrogatoire musclé et la mise à sac de son domicile en présence de l'enfant de Gulnara Akundova, une petite fille âgée de 7 ans. Dans un rapport récent, en date du mois d'octobre 2014, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Muizhnieks, déplorait la détérioration continue de l'état de droit et du respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme en Azerbaïdjan. Les difficultés sont de plusieurs ordres, touchant en particulier à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, à la liberté d'association. La liberté d'expression est brimée lorsque se multiplient les procédures contre les journalistes critiques à l'égard du pouvoir. Et cela s'étend de plus en plus également aux blogueurs et aux personnes actives sur les réseaux sociaux. Ces procédures, il faut le savoir, mes chers collègues, conduisent en prison. La pénalisation de la diffamation, elle aussi, mène derrière les barreaux les voix dissonantes, malgré les recommandations répétées de la Commission de Venise, appelant les autorités azerbaïdjanaises à la dépénalisation de la diffamation, qui est un grand et long et beau combat du Conseil de l'Europe. La liberté d'association est en péril lorsque diverses exigences administratives apparaissent subitement, spontanément, concernant l'enregistrement des organisations non gouvernementales, leur financement, et notamment quand ce financement vient de sources étrangères, leur rapport d'activité, aboutissant de facto à un assujettissement en vertu du contrôle exercé par le ministère de la Justice. Enfin, la liberté de manifester est attaquée lorsque de nombreuses manifestations, pourtant pacifiques, pourtant bien organisées, sont interdites, que les participants sont arrêtés et parfois même condamnés à de lourdes peines. Mes chers collègues, l'on ne peut débattre d'un accord avec l'Azerbaïdjan sans avoir ce contexte-là à l'esprit. Un pays dont tous les défenseurs des droits de l'homme sont en prison, à l'hôpital ou en exil, est un pays qui ne se porte pas bien. Un pays dont la récente présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe s'est traduite par une offensive sans précédent dans l'histoire de l'organisation contre la société civile et les droits de l'homme, mérite la critique internationale et notamment celle de la diplomatie parlementaire. Si l'Azerbaïdjan demandait aujourd'hui à nouveau son adhésion au Conseil de l'Europe, un tel bilan se traduirait à l'évidence par un rejet. Certes, je connais et j'accepte les exigences de la réelle politique. Je ne passe pas cependant la liberté, le droit et les droits par pertes et profits. Car à faire silence sur tout, c'est son âme que l'on perd. C'est parce que j'ai la conviction que le travail d'un institut culturel français est un formidable investissement dans la liberté, dans l'esprit critique, dans l'avenir, que je voterai la ratification de la Convention qui nous est soumise. Non sans avoir saisi l'occasion de ce débat depuis notre hémicycle, pour dire comme député français, comme membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ma solidarité avec celles et ceux qui luttent pour un Azerbaïdjan juste et libre. Leur combat est celui des valeurs qui unissent nos démocraties. Il est celui de l'état de droit. Il est celui d'une communauté de destin, notre plus belle et notre plus grande richesse, l'Europe. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Le Borgne. La parole est à Monsieur Jean-François Moncel pour le groupe UMP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelques mots à l'occasion de la ratification de cet accord culturel avec l'Azerbaïdjan. Première remarque, l'Azerbaïdjan est un pays profondément attaché à son indépendance. Et je crois que c'est une caractéristique qui le relie évidemment à la France. Et il faut avoir beaucoup de courage et de volonté pour être indépendant quand on a un voisin nord qui est la Russie et un voisin sud qui est l'Iran. C'est une première raison d'avoir les meilleurs rapports possibles avec l'Azerbaïdjan. Deuxième raison, on l'a peu évoqué jusqu'à maintenant, c'est son extraordinaire laïcité. Par les temps qui courent, c'est essentiel. C'est un pays qui compte 70% de musulmans chiites, 20% de musulmans sunnites et une dizaine de pourcents de chrétiens orthodoxes, de juifs, de catholiques, de protestants. Jamais il n'y a eu le moindre problème d'affrontement entre ces différentes religions au sein de l'Azerbaïdjan. Les juifs d'Azerbaïdjan, qui y sont depuis 2500 ans, vous disent qu'il n'y a jamais eu le moindre acte et même la moindre pensée antisémite à leur égard. C'est donc un symbole de laïcité qui mérite d'être évoqué dans ces temps terribles que nous traversons actuellement. Et il y a une demande de France qui est également très forte et qui se manifeste à la fois en Azerbaïdjan, mais également en France, à travers toutes les actions, notamment culturelles, qui sont menées par l'ambassade d'Azerbaïdjan en France et qui développent aussi d'importantes coopérations décentralisées avec de nombreuses communes de France. Et c'est la manière de développer aussi cette coopération en matière démocratique. J'entendais tout à l'heure certains de nos collègues dire que la démocratie n'est pas suffisante en Azerbaïdjan. Certes, il y a encore des progrès à accomplir, mais il ne faut pas exagérer non plus pour plusieurs raisons. C'est un pays, je le rappelle pour mémoire, qui a donné le droit de vote aux femmes en 1918, un quart de siècle avant nous. C'est un pays qui est membre du Conseil de l'Europe depuis 2001, qui a présidé le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe pendant toute l'année 2014 et qui a fait déjà des progrès importants en matière démocratique. C'est donc utile de le rappeler, et puis ne soyons peut-être pas trop donneurs de leçons. Il nous a fallu pratiquement un siècle pour stabiliser notre démocratie en France, de 1789 à 1880. Et en Azerbaïdjan, l'indépendance ne date que de 1991. Et puis, bien sûr, la deuxième critique qu'il aurait faite, c'est le conflit du Haut-Karabakh. Mais là encore, ne nous laissons pas trop abuser par certaines manipulations. Certes, ce conflit est tragique, ce conflit qui concerne l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il dure depuis trop de temps. Mais en l'occurrence, il ne faut pas oublier que le Haut-Karabakh, c'est 20% du territoire azerbaïdjanais, qui est actuellement occupé, comme le dit l'ONU d'ailleurs, par l'Arménie. Ça s'est traduit par 900 000 réfugiés qui ont dû quitter leur territoire pour aller se réfugier sur d'autres zones de l'Azerbaïdjan. Ça n'est pas suffisamment répété, certes. Il faut trouver une solution. Et c'est en cela, Madame le Ministre, vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, que la France a un rôle majeur à jouer. La France est coprésidente du groupe de Minsk avec les États-Unis et la Russie, et nous avons à plusieurs reprises, et récemment encore, par la rencontre suscitée par le président de la République entre le président azerbaïdjanais et le président arménien, nous avons suscité toutes les tentatives nécessaires pour faire avancer les choses. Donc je souhaite vivement que nous poursuivions et que nous parvenions, ce serait une grande chance si la France en était l'auteur, à une solution pacifique et à une solution juste pour le conflit du Haut-Karabakh. Autant de raisons, mes chers collègues, de pouvoir voter, je l'espère, à l'unanimité, ce projet de loi qui va dans le bon sens, sur la base de l'excellent rapport de notre collègue Thierry Mariani,
et qui montre que la France et l'Azerbaïdjan sont des partenaires, des amis loyaux et fidèles. Merci, Monsieur Mancel. La parole est à Monsieur Michel Voisin pour le groupe UMP, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'Azerbaïdjan, ce pays qu'on nomme aussi terre de feu, est un pays riche d'une histoire fascinante et d'un patrimoine culturel extraordinaire. Ce pays, issu des républiques soviétiques, ça a déjà été dit, mais il faut le rappeler encore, a retrouvé son indépendance en 1991. Cet État caucasien, plutôt que de diviser, comme on a l'air de le dire, fait partie de ceux qui font le trait d'union entre le monde occidental et l'Asie centrale. L'accord qui nous est soumis aujourd'hui concerne les relations bilatérales sur des conditions de fonctionnement des centres culturels. En qualité de président du groupe d'amitié France-Azerbaïdjan, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de visiter ce centre et je dois dire que j'étais impressionné par le travail effectué par les employés, par les membres de ce centre. Il existe depuis 2004, il a pris l'appellation d'Institut français d'Azerbaïdjan depuis 2011 et dans le cadre de notre réseau culturel. Cet établissement fonctionne bien, il est modeste, son budget est de l'ordre de 350 000 €, il accueille environ 300 personnes et joue un rôle important dans le développement de la francophonie en Azerbaïdjan. J'ai eu l'occasion aussi de visiter le lycée français qui a ouvert ses portes pour la rentrée scolaire de 2013. Et ces deux ensembles, le centre culturel et ce lycée, assument tout à fait le développement de la francophonie dans ce pays. Thierry Mariani a rappelé tout à l'heure que le français était la quatrième langue, la troisième, oui, après le russe et l'anglais, la troisième langue étrangère enseignée dans ce pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est 80 000 personnes qui apprennent le français en Azerbaïdjan. Cet institut français administre une médiathèque. Thierry a dit tout à l'heure 7500 volumes. Oui, Monsieur Mariani. Oui, Monsieur Rocheboine. J'en étais à 9000 volumes, mais je peux me tromper. En français, bien sûr, mais aussi dans d'autres langues. Des journaux, des périodiques, des bandes dessinées, des CD, des DVD, etc. Il utilise les outils technologiques modernes adaptés aux nouvelles méthodes d'enseignement en vigueur chez nous en France aujourd'hui. Et il est le seul centre agréé pour la passation des examens de langue française. Nous entretenons des relations constantes, ça a été dit, répété, même détaillé, avec l'Azerbaïdjan, et j'en veux pour preuve donc les 2 visites présidentielles dans chaque pays au cours de l'année 2014. L'intérêt de cet accord affirme les prérogatives de l'Institut. Il énonce ses activités, il définit les règles et la liberté de son fonctionnement. J'ai bien entendu François Rocheboine, Monsieur Le Borgne, oui, je recherche son nom, et sur tout ce qu'on peut. Avec Thierry Mariani, avec Monsieur Mariani, pardon, Monsieur Rocheboine, nous sommes tous deux membres de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Et les problèmes de l'Azerbaïdjan sont repris
constamment au sein de cette Assemblée. Et je dois dire que lorsque l'on a les deux, puisqu'on a parlé du Haut-Karabakh, des deux délégations qui s'affrontent, il faut écouter les invectives des deux côtés, et je peux vous dire qu'il est très difficile pour nous de se faire une idée. Et je me félicite que notre pays co-préside le groupe de Minsk avec les États-Unis et la Russie, et qu'un jour, enfin, on voit la paix sur ce territoire. Ça n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. En ce qui me concerne, donc, en tant que président du groupe d'amitié, Monsieur le Président, je ne peux que me réjouir de cette proposition de loi, de ce projet de loi, pardon, qui scelle cet accord. Et je vous invite, mes chers collègues, à donner un vote favorable à ce projet. Merci, Monsieur Voisin. La discussion générale est close. Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur. Si Monsieur le Président me le permet. Non, c'est pas autorisé, m'a-t-on dit, mais allons-y. Pas prévu par le règlement, mais allez-y. Allez-y. Bon. Non, très brièvement, et je voudrais essayer d'abord deux, trois remarques. D'abord, sur le texte lui-même, je constate que tout le monde est d'accord. Ou s'abstiendra pour des raisons qu'on peut comprendre, mais tout le monde est d'accord, et c'est quand même l'essentiel. En réalité, je vous le rappelle, il s'agit tout simplement de ratifier un accord qui permet à la France d'avoir gratuitement un centre culturel, et ça permet d'être rappelé. Et je le dis très amicalement à Madame la Ministre, c'est d'autant plus important puisque, comme Yves Le Borgne, je suis député des Français de l'étranger, je visite les centres culturels, qu'il s'agisse des instituts, des alliances françaises un peu partout, et on assiste, et ce n'est pas nouveau à ce gouvernement, ça avait déjà commencé sous l'ancien, j'essaie d'être honnête, à une baisse de crédit par endroits dramatique. Ici, je profite de cette occasion, on parle de l'Azerbaïdjan qui est plutôt bien doté, pour parler d'un cas dramatique à mon avis, et, qui est le cas de l'Alliance française de Moldavie, 3e alliance française en Europe. Baisse de subventions en un an de 75%. C'est-à-dire, on passe en clair de 78 000 à 20 000 euros sans préavis. Voilà, je veux dire, et je précise en plus, 3e alliance française en Europe, pays où le Premier ministre et tous les chefs de l'opposition et de la majorité parlent français, pays extrêmement francophile, puisque le Moldave et le Roumain, c'est très proche. Voilà, donc je profite de la présence du ministre de la francophonie pour vraiment tirer un cri d'alarme. Regardez le dossier de la Moldavie, parce qu'on est en train de signer un accord d'association avec l'Europe. Tous nos collègues européens renforcent la position et nous, on est en train de baisser le pavillon. On va fermer le consulat, c'est normal. Et là-dessus, je ne le condamne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus besoin de visa. Donc c'est normal qu'on ferme le consulat. Mais de grâce, les postes, on va récupérer je ne sais combien de postes sur le consulat. On peut peut-être essayer de brimer l'Alliance française. Voilà, excusez-moi, c'était en toute amitié ce que je voulais dire. Sur le reste, je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu, puisque tout le monde est d'accord sur l'accord. En réalité, on ne va pas faire le débat Azerbaïdjan-Arménie. Moi, je suis député des Français des deux pays. J'aime profondément l'Azerbaïdjan, dont j'ai présidé le groupe d'amitié, et j'aime profondément l'Arménie, où je suis allé plusieurs fois. Et je pense très sincèrement que le rôle des parlementaires français, je dis ça en regardant Arlette Groscott, qui est députée d'Alsace, c'est au contraire, de même qu'on l'a fait avec l'Allemagne, d'essayer de rapprocher ces deux pays, plutôt que d'essayer de se faire le champion de l'un contre de l'autre. Parce qu'à la sortie, on sait très bien qu'en réalité, ces pays s'en sortiront beaucoup mieux le jour où il y aura la paix dans le Caucase, entre les trois du Caucase, et pas du tout des tensions éternelles. Après, la situation politique, elle existe. Je veux dire, il y a un pays qui occupe 20% de l'autre. On peut critiquer, mais il y a des résolutions. Il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui le condamnent et qui sont évidentes. Voilà. Je dis aussi en toute amitié à mon ami Rocheboine, vous citez 3 associations, c'est extraordinaire quand même. Je vous fais remarquer, je te tutoie dans la vie privée, mais que tu cites 3 organisations américaines. Moi, je suis fasciné désormais par les parlementaires français qui prennent comme référence, Monsieur le Président, des organisations américaines dont c'est totalement l'indépendance par rapport au gouvernement américain. Human Rights Watch, Radio Free Europe et Freedom House. Je ne connaissais pas Freedom House. Tu as cité ces 3. Je ne connaissais pas Freedom House. Alors, Freedom House, grâce à toi, je me suis penché sur ce que c'était. D'abord, première constatation, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont dans la même catégorie. Ce qui prouve que finalement, si... Non, mais attends. La parole est au rapporteur que j'invite à conclure. Je te parle très gentiment.
l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont dans la même catégorie en ce qui concerne la liberté de la presse, c'est-à-dire pas terrible. On va dire ça gentiment. Voilà. Deuxièmement, je suis persuadé que tu as vu le site. Moi, j'adore ces organisations qui sont financées, comme c'est marqué très nettement par le gouvernement américain. Tu sais quel est le pays qui est le plus gros danger pour cette association en ce moment, en page de garde? Je t'invite à le regarder sur ta tablette. La Grèce. C'est celui qui est en rouge, rouge, rouge. Bon, je sais qu'en Grèce, il y a des problèmes, mais ça m'avait échappé que c'était à l'heure actuelle le plus gros danger. Bref, je me méfie de tous ces classements. Je constate que sur ce classement, tu vois, pour reprendre vos références, pardon, c'est avec la Bulgarie. Voilà. Est-ce que l'Azerbaïdjan est une démocratie parfaite? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais l'Arménie, à mon avis, non plus, la Géorgie non plus, c'est des pays qui ont 20 ans d'indépendance, c'est des pays qu'il faut accompagner. Comme l'a dit à juste titre Jean-François Mancel, c'est un pays qui, par contre, en termes de tolérance religieuse, est extraordinaire. Je vous invite à aller au pied de l'ambassade d'Israël, en Azerbaïdjan, à Bakou, il n'y a pas un policier. J'ose pas dire combien on doit en mettre en France. Merci. Voilà. Et d'autre part, pour finir, Monsieur le Président, voilà, en conclusion, je crois que votons ce texte qui garantit la présence française et je pense qu'en tant que parlementaires français, on est tous attachés à la paix. Je crois que notre rôle avec nos amitiés respectives, Michel Voisin est président du groupe avec l'Azerbaïdjan, Monsieur Rocheboine est président du groupe avec l'Arménie, c'est, je pense, de favoriser le dialogue et d'essayer de mettre plutôt de l'huile dans les rouages que de l'huile sur le feu. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Pour amener de la sérénité dans cet hémicycle, je voudrais dire merci beaucoup à tous ceux qui se sont exprimés et je me permettrai de qualifier vos propos, si je peux, de réalistes et de forts pour la plupart d'entre vous et même pour la totalité d'entre vous. Je voudrais dire au député Rocheboine, mais aussi à Monsieur le député Le Borgne, que nous sommes totalement conscients des atteintes aux libertés individuelles en Azerbaïdjan et que d'ailleurs vous avez énuméré avec beaucoup d'émotion l'un et l'autre. Le ministère des Affaires étrangères a, à plusieurs reprises, vous le savez, exprimé ses préoccupations à ce sujet. Et puis la haute représentation de l'Union européenne, au nom de l'ensemble des États membres, l'a également fait. Notre dialogue et notre coopération avec Bakou portent toujours sur l'ensemble de ces sujets, y compris, et je le réaffirme là, la défense des droits de l'homme et la liberté d'expression, car la France est porteuse, comme vous l'avez tous dit, de valeurs universelles. Nous pensons toutefois avoir davantage d'influence à Bakou en maintenant le dialogue. Vous l'avez vous-même appelé de vos souhaits, plus d'espace de dialogue pour résoudre un certain nombre de conflits, mais au-delà de participer effectivement avec la société civile à des débats grâce à l'Institut français d'Azerbaïdjan que nous allons pouvoir conforter aujourd'hui dans son cadre juridique. Ceci est d'autant plus pertinent que, et M. Moncel l'a également souligné, que l'Azerbaïdjan est situé dans un environnement géopolitique complexe, avec effectivement comme voisin la Russie au nord et l'Iran au sud, mais avec le souhait de développer ses relations avec l'Europe et notamment avec notre pays, et nous devons nous en féliciter. La France, amie à la fois de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, est fortement engagée dans la médiation sur le conflit du Haut-Karabakh. Je l'ai dit tout à l'heure et j'ai rappelé effectivement l'organisation par le président de la République de ce sommet du 27 octobre dernier. Donc aussi bien publiquement que dans nos contacts bilatéraux, nous appelons régulièrement les autorités des deux pays à s'abstenir de déclarations belliqueuses et au contraire à préparer leurs opinions publiques à la paix. Et ce sera le dernier mot de cet échange que nous avons aujourd'hui. Il faut être effectivement deux, mais il faut aussi des pays comme la France pour le rappeler régulièrement. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre. Nous en venons aux explications de vote et Monsieur Yves Gégaud s'est inscrit pour le groupe UDI. Oui, Monsieur le Président, merci. Le groupe UDI est évidemment très attaché au rayonnement culturel de la France qui est en jeu derrière le texte que nous examinons ce matin. Nous considérons que le rôle joué par notre pays pour essayer de régler les conflits entre les pays du Caucase est un rôle particulièrement important et qu'effectivement, il faut garder une forme de neutralité
et ne pas prendre position de façon trop tranchée pour éviter que ce qui était qualifié tout à l'heure de diplomatie parlementaire vienne entraver les efforts du gouvernement pour que la diplomatie avance dans de bonnes conditions. Je veux dire à cette occasion que la position très clairement exprimée par notre collègue Rochebloine est une position personnelle, il l'a dit lui-même, qu'elle n'engage pas le groupe UDI, qui ne partage pas dans sa majorité cette position, et que pour ma part, je voterai pour ce texte. Merci, Monsieur Gégaud. Je vais donc mettre aux voix l'article unique du projet de loi. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. La séance est suspendue pour 5 minutes.